Démystifier Mélenchon, 0% anticapitaliste, 100% nationaliste. Texte écrit en juillet 2017. La candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle du printemps 2017 a récolté le joli score de 19,5%. Comme en 2012, on a pu entendre de nombreux politiciens, journalistes bourgeois et grands patrons, s'épouvanter bruyamment face à son programme. On peut les comprendre. Mélenchon propose notamment d'augmenter les salaires, d'embaucher massivement dans la fonction publique, de baisser le temps de travail et de taxer les riches. La feuille de route dominante, aujourd'hui dans le monde politique bourgeois, est évidemment très différente. 7 millions de gens ont donc voté Mélenchon. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que bien des gens qui aspirent tout à fait sincèrement à une société débarrassée du capitalisme et de ses oppressions, qui se disent communistes ou même anarchistes, ont voté Mélenchon. À écouter ses camarades, amis et parents, militants ou non, porter Mélenchon au pouvoir serait, je cite, un pas dans le bon sens, ou affaiblirait le capitalisme pour mieux le renverser ensuite. Pour les plus doués d'imagination, Mélenchon avancerait même masqué et n'attendrait que de tenir en main le pouvoir pour dynamiter le système capitaliste de l'intérieur. Toutes ces idées sont fausses. Elles s'expliquent sans doute par une certaine incompréhension de la période que nous vivons et du fonctionnement du capitalisme, par des illusions sur l'État républicain et la démocratie bourgeoise, ainsi que par un découragement causé par les défaites subies par le monde du travail ces dernières années. Pour autant, du point de vue des intérêts des travailleurs, Mélenchon n'offre pas le commencement du début d'une solution à la crise actuelle. Au contraire, il brouille la compréhension des problèmes, conforte les illusions électorales et les préjugés nationalistes, et participe à nous désarmer politiquement. Le but de cet article est d'expliquer la politique proposée par Mélenchon et de montrer pourquoi elle doit être rejetée, en répondant aux questions suivantes. Mélenchon est-il anticapitaliste ? Quel est le sens de son programme ? Quels objectifs politiques poursuit-il ? Quel est le rapport de Mélenchon aux mobilisations et à la classe ouvrière ? Et est-ce que quand même ce qu'il propose ne pourrait pas réussir ? Intertitre : 0% anticapitaliste. L'opinion majoritaire présente Jean-Luc Mélenchon comme un anticapitaliste, un ennemi des riches, des bourgeois, des actionnaires. Sur quoi se fonde ce sentiment ? D'abord sur une posture du candidat lui-même. Invité au cours de la dernière campagne présidentielle par la prestigieuse école de commerce ESSEC, Mélenchon évoquait par exemple ses, je cite, « valeurs anticapitalistes ». Il s'affirme volontiers marxiste en ce qui concerne l'économie. Si l'on ajoute à cela les discours lyriques sur la révolution, quelques punchlines raillant les riches ou ses propositions de planification, cela contribue à donner l'impression que Mélenchon veut faire la peau au capitalisme. Erreur. Mélenchon ne cible pas les capitalistes en général, ni la classe bourgeoise. Sa cible, ce sont les capitalistes qui réalisent leurs profits dans la finance au détriment des États, qu'ils appauvrissent et asservissent via la dette publique, et de l'économie réelle. En bref, les spéculateurs. Lors d'une conférence donnée le 9 mai 2011 au Palais Bourbon pour défendre le bilan politique de François Mitterrand. Entre parenthèses, bilan raisonné de 1981 et de la présidence de François Mitterrand. Fermez la parenthèse. Jean-Luc Mélenchon affirmait ainsi, ouvrez les guillemets, « Autrefois, dans le cadre des nations, il y avait un accord possible entre le capital et le travail face aux autres impérialismes, pour reprendre l'ancien vocabulaire. Pour ceux qui comprennent pas, je le redis d'une autre manière, que chaque pays pouvait avoir des intérêts communs liant la classe ouvrière la mieux salariée avec son patronat pour faire face aux autres. On oublie que ce capital national n'existe plus, que celui qui dirige, c'est le capital transnationalisé qui, lui, n'a ni patrie, ni origine, ni figure, sinon qu'au bout du compte, il est rattaché aux États-Unis d'Amérique, aux agences de notation des États-Unis d'Amérique, aux fonds de pension des États-Unis d'Amérique, aux LBO qui viennent des États-Unis d'Amérique. C'est le capital transnational qu'il faut affronter. Fermez les guillemets. Si, ouvrez les guillemets, ce capital national n'existe plus, fermez les guillemets, Alors on se demande bien dans quelle espèce sociale classer les familles Bettencourt, Mullier,
Peugeot, les Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel ou Serge Dassault, ex-collègue de Mélenchon au Sénat. Non, l'ennemi, ce n'est pas eux. C'est le capital transnational, sans patrie, ou en tout cas non français, qui pousserait donc principalement sous le soleil américain. Face à ce capital transnational, Mélenchon entend favoriser les entrepreneurs patriotes. En septembre 2016, à la tribune des assises du, ouvrez les guillemets, produire en France, fermez les guillemets, le candidat de la France insoumise déclarait devant un parterre de patrons, petits et grands, ouvrez les guillemets, « Je suis venu vous dire dans quelles conditions, compte tenu de ce que je ferai avec nos gouvernements et nos majorités, vous pourrez vous rendre utile au pays et aux objectifs communs que nous tracerons à la patrie. » Fermez les guillemets. Si Mélenchon a une mission à confier à de bons capitalistes patriotes, il n'en considère pas moins que le système capitaliste est incapable de se réguler tout seul, que les capitalistes sont généralement trop stupides pour gérer seuls leur propre économie. Par leur égoïsme, ils mettent en péril l'équilibre social, détruisent la planète et menacent la paix dans le monde. Pour que la société fonctionne correctement, pour stabiliser le système au profit de tous, patrons comme salariés, il faut un État puissant. Et à la tête de cet État, des gens intelligents qui fassent contrepoids aux capitalistes et n'hésitent pas à l'occasion à s'opposer à leurs caprices. Mélenchon se voit comme ce type d'homme. Son objectif n'est pas de renverser le capitalisme, c'est-à-dire la domination de la bourgeoisie sur toute la société, mais de réguler cette domination dans l'intérêt général. Ouvrez les guillemets, les chefs d'entreprise doivent être stabilisés. Fermez les guillemets. Disait-il encore à ces mêmes assises, stabiliser en empêchant les actionnaires de retirer trop vite leurs capitaux et ainsi leur permettre de réaliser des investissements qui ne deviendront profitables qu'à moyen terme et non pas à court terme, comme le réclament les financiers. À cette même tribune, Mélenchon proposait encore d'allonger la formation Bac Pro à 4 ans au lieu de 3 ans, afin que les jeunes diplômés aient une formation solide qui leur garantisse un bon métier. Il ajoutait ensuite, ouvrez les guillemets, « Et pour vous, chef d'entreprise, une main-d'œuvre de haut niveau. Tout le monde y trouve son compte. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, « Tout le monde y trouve son compte. » Fermez les guillemets. Voilà qui résume bien le fond du projet politique de Mélenchon. Réconcilier patrons et salariés, et ainsi permettre un développement capitaliste harmonieux. C'est en fait le projet politique commun à tous les réformistes depuis 100 ans, de Léon Blum à François Mitterrand, de Salvador Allende à Alexis Tsipras. Certes, la lutte des classes existe, nous diront-ils tous, mais elle doit être canalisée intelligemment. Ce n'est pas à la légère qu'à ces mêmes assises, Mélenchon qualifiait son modèle d'économie mixte, où cohabiteraient de grandes entreprises privées avec un fort secteur public. Le projet de Mélenchon n'est pas le moins du monde anticapitaliste. Il est même tout l'inverse. C'est un plan de relance du capitalisme français. Intertitre, un programme de relance du capitalisme français. Jean-Luc Mélenchon et le programme de son mouvement France Insoumise, L'Avenir en commun, font le constat suivant. Le fonctionnement actuel du capitalisme provoque la dégradation des conditions de vie des classes populaires, le saccage de l'environnement et un accroissement des tensions internationales multipliant les menaces de guerre. Ces phénomènes sont pour Mélenchon le produit d'un capitalisme mal régulé, le fruit de l'échec des politiques libérales en matière économique. Le capitalisme est un système pétri de contradictions, qui sont autant de bombes pouvant exploser de façon chaotique. La première contradiction, c'est la tendance des capitalistes à comprimer les salaires et plus généralement à partager le moins possible les richesses créées avec les salariés. Un gouffre se creuse entre la masse de marchandises produites et le pouvoir d'achat des classes populaires. Les entreprises ne parviennent plus à vendre suffisamment, les faillites s'enchaînent, puis les licenciements. C'est la crise. Voilà l'explication keynésienne des crises capitalistes à laquelle adhère Mélenchon. Pour faire redémarrer l'économie, il faut donc distribuer du pouvoir d'achat.
Là est le sens de ce que promet le programme L'Avenir en commun en termes d'augmentation de salaire et d'allocation d'embauche de fonctionnaires, de retraite à 60 ans, etc. Cela suppose bien évidemment d'obliger les capitalistes à diminuer leur voracité pour permettre aux classes populaires de consommer. Et cela passe par une augmentation des impôts sur les hauts revenus et sur le capital. Comme le résumait fort bien Mélenchon lui-même, le 17 octobre 2011, dans la matinale de France Info, ouvrez les guillemets, « C'est quand même incroyable de voir qu'on passe pour un révolutionnaire quand on est simplement keynésien. Où on dit « il faut partager ». C'est ça qui va faire respirer l'économie. » Fermez les guillemets. Mais se contenter d'augmenter le pouvoir d'achat populaire n'est pas suffisant. Mélenchon le sait bien. Cette politique de relance par la consommation a déjà été tentée par son maître à penser François Mitterrand en 1981-1982, politique qui a échoué à relancer la croissance de la production et décidé alors Mitterrand à mettre en œuvre une politique d'austérité et de flexibilisation des conditions de travail. Comme le dit encore une fois Mélenchon lui-même sur Twitter cette fois, ouvrez les guillemets, « Pour relancer l'activité, il faut remplir le carnet de commandes des entreprises. » Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 14 avril 2017. Fermez la parenthèse. C'est pourquoi l'Avenir en commun propose un vaste programme d'investissement public de l'ordre de 100 milliards d'euros avec construction de logements sociaux, de crèches, d'EHPAD, d'isolation thermique, développement du haut débit Internet, etc. À cela s'ajouterait un effort particulier de l'État français pour stimuler la recherche et investir dans les secteurs productifs d'avenir. Les énergies renouvelables, l'économie de la mer ou encore l'économie numérique. On ne discutera pas ici le problème, important par ailleurs, de savoir si ce plan de relance se ferait dans le cadre de l'Union européenne ou pas. En tout cas, ces investissements se feraient dans le cadre de ce que Mélenchon appelle la planification écologique. Redisons-le, il n'y a dans cette planification-là rien d'anticapitaliste. Il s'agit pour l'État de jouer un rôle plus important dans le développement des entreprises françaises, en canalisant les ressources nationales dans certains secteurs et en collaborant avec les actionnaires privés. Ce type de planification a déjà été effectué par le passé. De 1945 aux années 1980, l'État français avait un ministère du Plan qui définissait le développement du capitalisme français dans une collaboration entre l'État et les capitalistes nationaux. C'est d'ailleurs cet important effort de l'État français qui nous vaut le bonheur d'avoir aujourd'hui, sous pavillon français, de grandes banques internationales comme BNP Paribas ou la Société Générale, et de grandes entreprises conquérantes comme Total, Engie pour l'énergie ou Saint-Gobain dans les matériaux, qui furent construites sous l'égide de l'État, puis, une fois devenues solides et rentables, privatisées. C'est précisément ce qu'on appelait, et appelle toujours, une économie mixte, une collaboration publique-privée pour construire les grands groupes capitalistes français de demain. Et si la bourgeoisie française s'en félicite aujourd'hui, discrètement, il faut rappeler par exemple que Mitterrand, en 1982, avait nationalisé des dizaines d'entreprises et de banques, malgré l'opposition d'une partie de la bourgeoisie. Il y a plusieurs politiques capitalistes possibles. Baisser les salaires et privatiser à tout va en est une. La relance keynésienne avec la planification écologique en est une autre. Mélenchon est un politicien intelligent, qui réfléchit certainement à plus grande échelle et à plus long terme que ses collègues. Le sens de sa politique est d'atténuer les contradictions du capitalisme français, de le réorganiser partiellement, pour lui permettre de rebondir, de créer les conditions dans lesquelles les classes populaires pourront avoir des emplois et des salaires corrects, tandis que les capitalistes productifs et utiles pourront réaliser des profits raisonnables. C'est en ce sens que Mélenchon, alors candidat du Front de gauche, pouvait déclarer le 16 mars 2012 au journal patronal Les Échos, ouvrez les guillemets, « Les investisseurs n'ont aucune raison d'avoir peur de mon programme. » Fermez les guillemets. Intertitre, un politicien
100% nationaliste, 0% internationaliste. Tout le monde aura noté qu'en comparaison avec les meetings de la campagne Mélenchon de 2012, ceux de 2017 ont vu se multiplier les drapeaux tricolores et quasiment disparaître les drapeaux rouges. De même, l'équipe dirigeante de la France Insoumise a donné des consignes pour ne plus y chanter l'Internationale, chanson-programme historique du mouvement ouvrier révolutionnaire, et ne plus chanter que la Marseillaise, l'hymne de la République française. Dans les rangs de l'extrême gauche révolutionnaire, ces faits ont ému beaucoup de gens, qui y ont vu une dérive nationaliste et opportuniste. À mon avis, cette appréciation est une erreur. Mélenchon a toujours été un politicien nationaliste. Et les idées qu'il porte ont toujours été nationalistes. En 2012, comme en 2017. Sa renonciation au drapeau rouge et à l'international sont cohérents avec sa ligne politique. Car l'objectif politique que poursuit Mélenchon, c'est la grandeur de la France, c'est-à-dire la puissance et le rayonnement de la nation française représentée par son État. Sans une économie forte, pas d'État puissant, ce qui explique son souci de relancer, à la sauce keynésienne, la machine à profit. Le but n'est bien sûr pas de chouchouter les riches, mais de les mettre au service d'une politique de grandeur française. Mélenchon se définit fréquemment dans les médias comme un, ouvrez les guillemets, patriote français, fermez les guillemets, voire un, ouvrez les guillemets, indépendantiste français, fermez les guillemets, estimant que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, empêche cette politique de grandeur française. Dans un débat sur l'euro avec l'économiste Jacques Sapir, Jean-Luc Mélenchon déclarait le 4 juillet 2013, ouvrez les guillemets, « Il y a un effet mécanique qui pousse à une crise à répétition. La crise de l'euro, elle est devant nous, et il y a urgence à se préparer à deux choses. Cette crise et à la grandeur du pays qui va être le premier en Europe en nombre d'habitants. C'est nous. » Fermez les guillemets. Pour Mélenchon, les intérêts supérieurs de la patrie nécessitent la collaboration des classes et non leur affrontement dans une lutte stérile. Il entend donc forcer les capitalistes à collaborer. Mélenchon est un politicien nationaliste, car il n'y a pas qu'une seule forme de nationalisme. Il y en a plusieurs. Le Front National se fait le représentant d'un nationalisme xénophobe. Mélenchon propose un nationalisme social-démocrate, fondé sur un compromis entre le prolétariat et la bourgeoisie, sous l'égide de l'État. Il est symptomatique que lorsque Mélenchon envisage les rapports de l'État français à des États étrangers ou des populations étrangères, c'est toujours du point de vue des intérêts de la France, c'est-à-dire du point de vue des intérêts de la France actuelle, la France républicaine capitaliste. Son appréciation de la crise migratoire actuelle est instructive. Mélenchon ne raisonne pas du point de vue des populations de Syrie ou d'Irak terrorisées par les tyrans locaux et bombardées par les avions de combat américains et français. Il raisonne du point de vue des soi-disant intérêts de la France, en pointant le risque, selon lui, de déstabilisation de la société française créée par l'afflux de réfugiés. Interviewé par la chaîne France 24 le 12 septembre 2015, il expliquait, ouvrez les guillemets, « Il faut dans l'urgence créer des conditions décentes et rationnelles d'accueil. Je le redis aux gens que cela peut choquer, nous n'avons pas d'autre choix que d'accueillir ceux qui sont là, parce qu'il est impossible de les renvoyer chez eux. Mais pour le reste, nous devons impérativement agir sur les causes, car la situation ne sera bientôt plus gérable. » Fermez les guillemets. Loin de lui l'idée de considérer les migrants comme des alliés potentiels des travailleurs européens contre les exploiteurs et oppresseurs capitalistes. Idée vitale aujourd'hui face à la division nationaliste et xénophobe. Il faut les accueillir, ouvrez les guillemets, parce qu'il est impossible de les renvoyer chez eux. Fermez les guillemets. Mais pas en trop grand nombre, s'il vous plaît, car, ouvrez les guillemets, la situation ne sera bientôt plus gérable. Fermez les guillemets. Interviewé par le quotidien Le Monde le 25 août 2016, Mélenchon se voyait ainsi interpellé. Ouvrez les guillemets. Vous avez critiqué la gestion du dossier des réfugiés par Madame Merkel. L'immigration peut-elle être une chance pour la France ? Jean-Luc Mélenchon.
La question est piégée. À des moments, oui, et à d'autres, non. Je n'ai jamais été pour la liberté d'installation. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Est-ce que s'il venait 10 000 médecins s'installer en France, ce serait une chance ? Oui. Fermez les guillemets. La France bourgeoise croule sous les richesses et ne serait pas capable d'accueillir quelques centaines de milliers de réfugiés. Cela nécessiterait d'énormes efforts en termes de logement, de partage du travail. Eh bien, chiche, faisons payer les capitalistes. Ils se sont assez engraissés de l'exploitation du tiers-monde. Nous, travailleurs français, n'avons aucun intérêt à rejeter ces milliers de réfugiés. Ils ont subi ce que le capitalisme crée de pire et peuvent être des alliés dans la lutte anticapitaliste, à condition de se placer dans cette perspective anticapitaliste qui, au fond, est inséparable de la défense des intérêts des classes populaires. Et c'est là qu'est le problème. En refusant la liberté d'installation, Mélenchon écarte toute convergence d'intérêts entre les exploités français et étrangers et choisit de faire primer les intérêts de la France bourgeoise. Il n'y a pas une once d'esprit internationaliste chez Mélenchon. La France insoumise renonce à l'international et au drapeau rouge ? Tant mieux. Leur utilisation hypocrite était une insulte aux idées que ces symboles représentent. Aux véritables révolutionnaires internationalistes, maintenant, de s'efforcer de faire vivre ces symboles et de poursuivre le combat qu'ils incarnent. Intertitre : Mélenchon, la classe ouvrière et les mobilisations. Comme on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon prétend réconcilier capitalistes et prolétaires pour la plus grande gloire de la patrie. Et pourtant, s'il est quelqu'un aujourd'hui qui apparaît comme le défenseur des travailleurs aux yeux de centaines de milliers de personnes, et en particulier de bien des militants syndicalistes, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Une partie de son programme correspond en effet à l'intérêt réel de la classe ouvrière aujourd'hui. Hausse de salaire, embauche, baisse du temps de travail, etc. Sa posture anticapitaliste, bien qu'hypocrite, fait illusion. Son ton est combatif et parle à la plupart de ceux qui refusent la régression sociale actuelle. Mélenchon fait même à l'occasion l'éloge des travailleurs qui résistent, vient soutenir telle usine en lutte contre des licenciements, explique pourquoi il faut s'organiser dans les syndicats pour défendre ses droits. Bref, il n'hésite pas à encourager la lutte de façon abstraite, ou lorsqu'elle ne déborde pas les directions des grands syndicats. Le 18 avril 2012, sur la chaîne LCP, le candidat du Front de gauche, envisageant une victoire du candidat socialiste François Hollande, déclarait ainsi, ouvrez les guillemets, « Nous n'appellerons pas à des manifestations. Nous, on suit les syndicats. Ni soutien, ni participation, ni opposition au gouvernement Hollande. L'extrême gauche donne des consignes pour la grève ou le reste, mais pas nous. Besancenot dit, on doit être dans l'opposition. Mais laissons-le respirer, François Hollande. Donnons une chance à notre pays. » Fermez les guillemets. Pour Mélenchon, la colère populaire, ouvrière, est utile lorsqu'elle est canalisée par les partis de gauche et les directions syndicales dans l'intérêt du pays. D'ailleurs, les dirigeants des grands syndicats se considèrent eux-mêmes d'une façon très similaire à celle de Mélenchon et des politiciens réformistes en général, comme des arbitres de la lutte des classes, chargés d'équilibrer les rapports antagonistes entre les classes dans l'intérêt du pays. Mélenchon peut bien faire crier « résistance » dans ses meetings et appeler à l'insubordination. En 2010, lorsque des millions de travailleurs manifestaient contre la réforme des retraites Sarkozy, il appelait, lui, à un référendum sur le projet de loi. Pendant le mouvement du printemps 2016 contre la loi El Khomri, il traçait pour seule perspective le vote JLM en 2017. Pour lui, les mobilisations des travailleurs eux-mêmes, manifestations, grèves, sont un pis-aller qu'on est contraint d'utiliser lorsqu'on n'a pas le pouvoir. À la limite, un moyen de défendre le pouvoir social-démocrate contre une tentative de déstabilisation de droite ou de coup d'État, comme l'a fait Hugo Chavez au Venezuela en 2002. La stratégie de Mélenchon est électorale. La politique de Mélenchon implique de laisser les appels à la lutte aux dirigeants syndicaux. Il ne faudra pas compter sur lui pour pousser les travailleurs à une lutte résolue contre les capitalistes, avec leurs propres armes de classe et sans se soucier de mettre en péril une éventuelle alliance avec le patronat patriote.
Car si on n'a pas encore eu l'occasion de vivre une telle situation, il faut avoir à l'esprit que la politique social-démocrate de Mélenchon implique une coopération avec la bourgeoisie française. Coopération dans des conditions différentes d'aujourd'hui, avec un autre rapport de force qu'aujourd'hui, certes, mais coopération quand même. Mélenchon ne veut pas exproprier les capitalistes. Il souhaite qu'ils continuent à investir, suivant un plan négocié avec un gouvernement France Insoumise. Or, les patrons n'investissent qu'en situation de paix sociale, quand ils savent la classe ouvrière soumise ou domestiquée. La colère de Mélenchon face aux capitalistes aux exigences excessives, c'est vers les travailleurs aux exigences excessives qu'il la tournerait si la situation sociale devenait explosive. Ne comptons pas non plus sur Mélenchon pour changer son fusil d'épaule et se convertir à une politique révolutionnaire s'il constatait que les capitalistes ne coopèrent pas. Après une carrière de 40 ans au service de la collaboration des classes, ce n'est pas sur le tard qu'il opérera une quelconque mue bolchevique. Intertitre, mais quand même, est-ce que Mélenchon ne pourrait pas réussir ? Mais dira-t-on peut-être ce sont là les critiques d'un révolutionnaire monomaniaque. Bien sûr, ce serait un grand progrès de passer du capitalisme à une société socialiste. Mais regardons autour de nous. Le grand soir n'est pas pour demain. Alors, autant opter pour la politique de Mélenchon, qui, si elle n'est pas révolutionnaire, a plus de chances de se réaliser, et qui va dans le bon sens. Eh bien, c'est là une grosse erreur. Mélenchon n'a pas la moindre envie de retirer la machine économique des mains des capitalistes, de les exproprier. Mélenchon ne conçoit pas que les travailleurs puissent exercer le pouvoir collectivement, démocratiquement, en organisant eux-mêmes toute l'économie. Le pari de Mélenchon est que sa politique de relance keynésienne relancerait la croissance économique et ouvrirait à l'investissement privé de nouvelles sources de profit. Le programme L'Avenir en commun prévoit, s'il était appliqué, une croissance de 1,8% les 2 premières années suivant le début de son application, puis 2% par la suite. Et on espère une hausse importante des recettes fiscales, ainsi que la création de 2 millions d'emplois dans le secteur privé. Sans cette croissance et ses retombées financières, le généreux programme L'Avenir en commun est inapplicable. Et cette croissance suppose une collaboration des capitalistes. Mais les stratèges de la France insoumise font là des prédictions bien optimistes. Depuis 10 ans, l'économie mondiale est stagnante. Des masses de capitaux prédateurs cherchent fiévreusement des placements rentables, stimulant une concurrence effrénée et étouffant toute reprise sérieuse, en plus de déstabiliser toute l'économie. Comment prévoir une croissance régulière dans un environnement mondial si peu prévisible ? Mais il y a plus gênant. Le plan de Mélenchon implique de diminuer les profits réalisés en France, en les taxant davantage. Cela afin de redistribuer les richesses, de relancer l'économie et ainsi laisser espérer des profits futurs. En réformiste conséquent, Mélenchon envisage à la fois un bras de fer et une collaboration avec la bourgeoisie. Pour que ça marche, encore faut-il que les capitalistes acceptent de diminuer leurs profits d'aujourd'hui dans l'espoir de réaliser des profits demain. Et s'ils refusent ? Si les capitalistes préfèrent retirer leurs capitaux de France pour les investir là où ils rapporteront plus. Si les capitalistes refusaient cette collaboration et déclaraient la guerre à un gouvernement qui ose violer leur liberté d'exploiter librement. Si les multiples agents des capitalistes dans la haute fonction publique préféraient saboter l'application des décisions d'un gouvernement Mélenchon plutôt que de le laisser tenter une politique trop risquée. S'il y a bien un trait notable de la situation actuelle, ouverte par la crise de 2008, c'est la déclaration de guerre de la bourgeoisie internationale aux classes populaires du monde entier. Face à des sources de profit fragiles et une économie qui semble incapable de redémarrer franchement, la bourgeoisie a choisi de prendre aux classes populaires par les licenciements, la surexploitation, les hausses d'impôts, la destruction des services publics, ce qu'elle ne trouverait plus dans une croissance de l'économie.
Cette lutte de classe des capitalistes contre les travailleurs est mondiale, d'autant plus que les capitalistes de chaque pays investissent leurs capitaux sur la planète entière et sont donc impliqués dans l'exploitation de la classe ouvrière de nombreux pays. Aujourd'hui, le rapport de force entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, entre le travail et le capital, est nettement défavorable aux travailleurs. Croire que dans une situation de faible combativité ouvrière, la bourgeoisie accepterait tranquillement de baisser les armes pour collaborer de façon patriotique est au mieux un pari risqué, au pire un doux rêve. Pour que la bourgeoisie accepte cette politique, il faudrait une situation où elle se sente menacée par les mobilisations ouvrières. Mais c'est précisément dans ce genre de situation que les bourgeois envisagent des méthodes de domination plus autoritaires, que la guerre des classes devient plus âpre et que s'ouvrent parfois les possibilités de révolution. Le genre de situation où les bourgeois ne cèdent du terrain qu'en préparant une revanche plus violente et où les prêcheurs de compromis sociaux type Mélenchon peuvent entraver la mobilisation autonome des travailleurs. Dans ces situations, les travailleurs ont plus de raisons que jamais de n'avoir confiance qu'en leur propre force et non en un quelconque sauveur suprême. Mais cette nécessité est valable déjà aujourd'hui. S'il est une tâche à laquelle les travailleurs doivent s'atteler aujourd'hui, c'est celle de combattre avec leurs propres armes de classe, en s'organisant démocratiquement à la base et en fédérant leur lutte. Face à cette tâche, la politique de la France insoumise, en proposant un combat par procuration, en misant tout sur une collaboration, même musclée, avec l'ennemi capitaliste, en confondant les intérêts de classe avec les soi-disant intérêts de la France, cette politique est un piège et une manière de désarmer les travailleurs en leur laissant croire qu'il y a une autre issue que le combat de classe. L'espoir mis en Mélenchon ne conforte que la passivité. La politique proposée par les organisations révolutionnaires, en particulier le NPA et Lutte ouvrière, est totalement incompatible avec celle de la France insoumise. Face aux attaques de la bourgeoisie, les révolutionnaires proposent aux travailleurs de se mobiliser eux-mêmes pour défendre leurs propres intérêts, sans craindre de mécontenter une partie des capitalistes. Face à la crise du capitalisme, les révolutionnaires refusent toute tentative, illusoire d'ailleurs, de stabiliser le système dans l'intérêt de tout le monde. Quelqu'un doit payer la crise. Les travailleurs ou les capitalistes. Il est vital que les révolutionnaires se fassent entendre le plus largement possible. Il est tout aussi vital que tous ceux et toutes celles qui aspirent à une société égalitaire soient bien conscients de ce que signifie la politique de Mélenchon et de la France insoumise, à savoir le nationalisme et la collaboration des classes. Nombreux autour de nous sont ceux qui font confiance à Mélenchon. Il nous faut discuter avec eux et pour cela avoir une compréhension ferme de cette politique. C'est le seul moyen pour nous d'être convaincants, de combattre la supercherie que représente la nouvelle social-démocratie de Mélenchon et de tracer le sillon anticapitaliste et révolutionnaire.